Madame, vous avez suivi aussi ce procès hier avec évidemment la comparution donc de François Luceni Fall. François Luceni Fall qui n'est pas n'importe qui en matière de de personnalité, de droit humanitaire international, en connaissance, parce que nous savons que c'est un fonctionnaire des Nations Unies qui a servi dans plusieurs pays, notamment à Bangui et ailleurs, par rapport surtout à ces cas de violence, en l'occurrence les violences sexuelles, les violences faites aux femmes. Et vous avez vu son apparition, les explications qu'il réussissait à donner, les avocats qui essayaient de lui rappeler que c'est le code pénal qui sera utilisé dans ce cas précis. Il a rappelé le fait que la Guinée, à un moment donné, a ratifié quand même des conventions internationales auxquelles il va falloir forcément se soumettre, notamment la qualification des crimes qui ont été perpétrés le 28 septembre comme étant des crimes contre l'humanité, surtout par rapport au fait que des armes ont été utilisées pour violer des femmes à ciel ouvert. Et l'autre information qu'il apporte, qui sidère peut-être un peu plus, parce qu'on a parlé d'une centaine de femmes violées, il estime que les chiffres ont été sous-estimés, parce qu'eux, ils étaient là. Et en parlant non seulement des cas de mort, mais des femmes qui ont été violentées et violées, il estime que les chiffres ont été sous-estimés parce que ce qu'ils ont vu ce jour-là, le nombre de femmes qui a pu sortir du stade nues, complètement nues, et les femmes qu'ils ont vues en train d'être violentées, violées à ciel ouvert dans l'enceinte du stade du 28 septembre, je pense que c'est une révélation. Et c'est aussi cette piste qu'il donne, notamment par rapport au corps qui aurait été déplacé, qui pourrait se retrouver du côté du camp Alpha Yaya, au niveau de cette excavation qu'il y avait eu à un moment donné, quand ces armes, ces munitions avaient explosé il y a quelques années en arrière. Je pense que c'est une piste qu'il donne, même s'il n'est pas formel là-dessus, c'est des informations qu'il a eues. Cela devrait pousser les autorités à faire en sorte que tous ces endroits qui sont cités puissent être protégés en quelque sorte, surveillés, parce que tout est possible. Au cours de l'histoire de la Guinée, nous avons vécu tellement de drames que tout est possible. Et je pense qu'avoir des gens comme ça, des personnalités du charisme de Luceni Fall qui viennent témoigner, expliquer réellement ce qui s'est passé, des propos soutenus notamment par cette dame aussi, qui est une militante de son parti, qui explique tout ce qu'elle a traversé. Je pense que la Guinée, on est en train de tracer une nouvelle ligne de notre histoire, dont beaucoup de personnes pourraient s'inspirer. Lui-même, il l'a dit. L'Afrique pourrait s'inspirer de ce procès parce qu'il y a eu tellement de violence. L'Afrique, la Guinée, et nous avons une histoire de violence. Et le plus souvent, c'est des violences perpétrées par l'État, des violations des droits humains qui ne peuvent venir que de l'État. Et le plus souvent, les États les chefs qui se succèdent certains préfèrent se protéger, protéger les bourreaux d'hier parce qu'eux-mêmes ne savent pas s'ils ne peuvent pas se retrouver dans la même situation. Donc ils préfèrent ne pas rendre justice. C'est le cas de ce qui s'est passé pendant les 10 années de règne, les 11 années si je peux me permettre du président Alpha Condé. Lui-même il disait qu'il n'a cessé de réclamer à ce que justice soit rendue pour les victimes du 28 septembre. Malheureusement, malgré tout ce qui a été dit, il y a eu plusieurs dates qui ont été données. Il y a même eu la volonté de construire le palais de justice, le tribunal où le procès devait se tenir, mais ça n'a jamais pu voir le jour. C'est au temps du CNRD que cela voit jour. Je pense que ça, quoi qu'on dise, cela est marqué au fer rouge dans l'histoire de la Guinée. Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que vraiment justice soit rendue. Vous le disiez tout à l'heure que les propos viennent renforcer Toumba. Mais je pense que ces propos, ces différents témoignages doivent aller en faveur de la justice. Oui, surtout la justice, Madame Yoro. Vous l'avez dit, parce que voilà, il n'est pas blanc comme neige non plus, François Luceni Fall, parce qu'on se rappelle de cette histoire d'eau empoisonnée et tout ce qu'il y a autour. Donc si on prend un petit peu de bout en bout, on se dit, comment ça, c'est pas le même contexte? Comment ça, c'est pas le même contexte? C'est trop facile pour toi. C'est trop facile pour toi, même attendez. Tu ne peux pas dire que ce qu'il dit, c'est la vérité. Il n'y a pas un homme blanc-seing dans le monde, ça n'existe pas. Chacun traîne sa casserole, chacun a son cadavre dans son placard. Ça c'est moins grave en fait. L'eau empoisonnée, c'est moins grave. S'il y a un procès qui est ouvert, c'est moins grave. Non, je n'ai pas dit que c'est moins grave. Elle finit, tu auras la parole dans un instant. Mais c'est pas le même contexte. Vous vous rappelez de cette dame qui a récemment eu... Tu es toujours en train de mettre des graines dans la bouche des autres. Il y a eu Fatoumata Binta Diallo qui vient d'être élue à la tête d'une structure
sous-régionale qui a expliqué ce qui s'est passé à l'époque. C'était un montage. Elle a expliqué ce qui s'est passé par rapport à elle a perdu son poste à cause de ça parce qu'elle n'a pas voulu jouer le jeu. Vous comprenez? Donc l'histoire en fait est pleine de ce genre d'anecdotes qu'on peut raconter. Madame Hérault, vous vous rappelez qu'on a reçu quand même Jean-Marie Doré dans ce studio? Bien évidemment. Voilà. Donc, et on a posé la question par rapport à cette histoire d'eau empoisonnée. Pourquoi je reviens là-dessus aujourd'hui? Parce que quand je vois les gens applaudir François Lucénifal aujourd'hui, éloquence, c'est quoi le lien? Mais non, mais allez-y madame, allez-y madame. C'est quoi le lien? Il est éloquent, quoi que vous disiez. Il est éloquent, les gens ont raison, quoi que vous disiez. C'est une personnalité charismatique, c'est un fonctionnaire international et ce qu'il fait, ce qu'il dit, Lamine est dans son rôle, hein. Il aime mettre le feu. Mais non, pas du tout, madame. Je dis qu'il faut être cohérent, la logique. Les grandes gueules. Le fait que c'était une personnalité qui a vécu les choses au stade du 28 septembre et qui les décrit avec une telle conviction, on sent que c'est quelqu'un qui est tranquille, qui n'invente pas des choses. Qui n'inventerait, je mets ça entre guillemets, c'est au tribunal d'aller chercher, d'aller vérifier les propos qu'il dit, parce que vous savez, n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qu'il a dit hier, ça a apporté une nouvelle donne. Le fait de savoir que les chiffres ont été sous-estimés, le fait de savoir, bien évidemment, nous savions que des corps ont été enlevés, mais de savoir qu'il y a eu plus de femmes, je pense que c'est la première fois que je l'apprends. Et pour cela, pour ces personnes qui sont portées disparues, pour ces jeunes, parce qu'ils l'ont dit, il a dit qu'on tuait les jeunes gens, on violentait les femmes en utilisant des armes, en les humiliant. Il a fallu les femmes, comme on appelle du quartier Dixine, qui sont dans les parages pour aider les autres qui sortaient nus du stade à se couvrir. Et donc ça, c'est un plus. Et pour cela, la Guinée ne doit pas rater cette belle histoire qui a commencé à s'écrire. Le droit de savoir. Le droit de savoir. Il faudrait que le droit soit dit. Qu'on fasse quelquefois, peut-être à un moment donné, des transports judiciaires sur ces endroits qui sont indiqués pour vérifier ce qu'il en est. Mais en attendant, les autorités actuelles doivent prendre leurs responsabilités. Tous les endroits qui ont été indiqués doivent être surveillés. Parce que, je le dis encore une fois, tout est possible. Voilà, bien dit madame. Allez-y mon cher Roby. Il ne faudrait pas qu'au cours de ce procès, que les témoignages soient sélectifs. Qu'on dise d'emblée que Bahouri ou François Lucénifal incarnent du coup la vérité absolue dans ce procès. C'est ce qui est en train de se tramer. Et qu'on vient de dire que la dame... Non, c'est ce qui est en train de se tramer. Non, excusez-moi, c'est ce qui voit déjà la mine. Il finit. Bahouri et Fall ne sont pas unanimes sur la présence de Marcel Ambroise Paré. Donc ça veut dire qu'il faut... Après, il y a l'opinion aussi, mon cher Jacques Léa. Ce que je veux dire... Il y a l'opinion aussi. Non, il faut entendre tout le monde. C'est ce que je tirer la vérité. Exactement. Quand Bahouri dit l'homme qui était Ambroise Paré, il était gros. Et il ne peut pas le nommer. Et puis François Lucénifal se montre formel, il dit c'est Marcel. Entendons Célou, entendons Sidia. Comme ça on saura qui était là. D'où voilà, donc tu me rejoins. Non mais d'où moi je suis un peu dubitatif. Non, mais ça, j'ai dit il faut prendre tout avec prudence. Allez, on y va. On peut être d'accord sur ton eau empoisonnée. Et je te regarde dans les yeux et je te dis, puisque tu veux que je t'oublie, mais mes yeux vont quand même te regarder. Et pour te dire que il faudrait pas que les témoignages soient des témoignages sélectifs. On a vu la réaction du public lorsque la dame, la première dame, celle qui a témoigné en premier, Batabari a témoigné. Les gens ont d'emblée dit qu'elle était dans l'invention. La réaction sur les réseaux sociaux était que cette dame était une dame manipulée, etc. et qu'elle était venue porter des faux témoignages. Et qu'après, Bahouri et François Lucénifal, à cause peut-être de leur charisme, de leur éloquence, de leur prestance et de la personnalité qu'ils représentent, du coup sont ceux-là qui incarnent la vérité. C'est ce que je ne veux pas que ce soit dans ce procès. Il faudrait que tout le monde soit écouté et que pour le moment le crédit soit accordé au témoignage de tout un chacun et qu'à la fin la justice puisse être rétablie dans sa vérité et que le juge use de sa sagesse et de son métier pour pouvoir décrypter et savoir de qui ou de quelle partie est la vérité. Pour moi, qu'on dise que François Lucénifal ait soutenu Toumba, c'est son témoignage. Que son témoignage est en faveur de Toumba, c'est son témoignage. Bahouri, on l'a écouté, lui aussi, c'était la même chose. Les gens ont d'emblée jugé que son témoignage était en faveur de Toumba. Les autres accusés aussi, peut-être, ont des témoins qui vont venir conforter leur position. J'en sais rien du tout. Ce qui serait bien, c'est que tout le monde s'exprime dans ce procès, mais que pour le moment, qu'on ne porte pas un jugement le témoignage de l'un ou de l'autre. Bien. Allez-y, mon cher Diba. Vous avez suivi ça aussi de plus près.
Diba Milimono. Oui, voilà. C'est un procès plein de rebondissements avec de part et d'autre. C'est vrai qu'on n'a pas suivi le procès à huis clos lorsque les femmes ont témoigné. On ne sait rien du tout. On ne sait pas ce qui a été dit. Est-ce que éventuellement ces femmes aussi ont reconnu la présence de Marcel au stade? On ne le sait pas. Ouais. Mais si on suit un peu la scène et puis cette chronologie des choses, Luceni Fall donne un flot d'informations parce que on a suivi Bahouri qui était quand même sur certains points qui y avait quelques zones d'ombre. Il disait clairement, je ne peux pas dire d'emblée c'était elle, mais Luceni Fall contrairement est formel sur beaucoup de choses. Ce que j'ai remarqué dans sa communication, c'est que c'est un homme, en le regardant communiquer, vous avez l'impression que ce qu'il dit, il y croit. Il y croit et... Mais il le faut. Justement, il y croit, il le disait directement et de but en blanc. Et c'est ce que j'ai constaté maintenant sur la présence de Marcel. Je suis d'accord qu'à un moment donné, il y a des témoignages qui peuvent favoriser l'un et défavoriser l'autre. Mais c'est pourquoi le président du tribunal, il est là. C'est pourquoi le parquet, il est là. C'est de démêler le vrai du faux. C'est à la fin du procès. Parce que, une fois encore, je le dis, il y a beaucoup de rebondissements dans ce procès-là. Ouais. Parce que n'oubliez pas que les acteurs à l'époque qui étaient en action, qu'on peut appeler entre guillemets des belligérants, beaucoup doit couler sous le pont. Les rapports ont changé, les périodes ont changé, le contexte a évolué. Et ce qui est important, c'est que vous avez un homme quand même au départ qui avait été présenté comme le mouton sacrificiel du procès. C'est Toumba. La surprise générale, c'est de voir un homme qui présente une contre-image au peuple de Guinée. Et l'image qu'on avait de lui, ce regard perçant et noir et puis avec un ton placide parfois, on disait que c'était un homme quand même qui peut prendre tout un camp. Ouais. Mais il vient, il se met dans une peau et puis on découvre que c'est un homme quand même qui a eu une vraie leçon de vie, mon cher Diba. Une vraie leçon de vie. Mais une fois encore, cette sortie de Luceni Fall pour moi, c'était important parce que Bahouri ouvre la voie et j'en suis sûr que d'autres aussi vont suivre. Et ce qui fait aussi que ce qui a eu plus d'effet avec Luceni Fall, longtemps on l'a pas écouté. Il s'est effacé un peu de la scène politique, donc il revient et sa toute première communication c'est au procès. Et ça c'était l'inattendu. Et dans ce flot d'informations là, il décrit la scène. Et parfois, ce qu'il dit, et vous écoutez Toumba, il y a quand même des scènes qui se recoupent. Quand il dit on était là, et puis il a même expliqué un peu la disposition des leaders. Il dit on a vu un homme qui nous a dit venez par là, ils sont descendus, c'était Toumba, qui les a sortis de la salle. Et lorsqu'il dit c'est Dalen Diallo qui a été pris en ballottage et qui est tombé, effectivement, là le récit se recoupe avec ce que disait M. Bahouri. Donc c'est là l'équipe a été coupée en deux. Ils sont partis, il les a installés dans la voiture, il est reparti et Toumba également avait dit que quand j'ai déposé les autres, je suis revenu pour chercher Cellou Dalen Diallo. Donc est-ce que c'était dans cet ordre d'idée-là? Il le reconnaît. Enfin, on a vu la sortie de Mokhtar Diallo aussi à un moment donné, même s'il n'a pas témoigné encore. Tout à fait. Maintenant, peut-être le constat qu'on peut faire, il y a des récits qui peuvent évoluer. Parce qu'au moment où certains ont été écoutés avec cette commission rogatoire, il y a parfois une sorte de dissemblance entre les propos à l'époque et maintenant par rapport à certains leaders d'opinion. Est-ce que c'est parce que à l'époque on se disait les rapports de force n'étaient pas les mêmes? Toumba, peut-être on pensait qu'il n'y allait jamais avoir de procès. Toumba était présenté comme celui-là qui était à l'origine de tout. C'était ça, c'était ça dans l'esprit de tout le monde. Mais aujourd'hui, avec les récits qui peuvent évoluer, on sait maintenant qu'il y a le procès, on sait qu'il est là. Et ça peut faire beaucoup de choses. Mais ce qui est important, la finalité de tout ça, c'est qu'il n'y ait plus de tels crimes dans le pays. Parce qu'un acte impuni entraîne la commission d'un autre acte. Et le fait de faire ce procès-là, le monde nous regarde, il a dit, ça peut être une sorte de jurisprudence et en même temps ça peut inspirer d'autres États, forcément le continent africain mais aussi le monde entier, de la Guinée, qu'il y a eu crime de masse en Guinée. C'est très important. C'est l'image de la Guinée et c'est ce qu'on a dit. Alpha, il a dit, peut-être qu'il n'y a pas eu de volonté politique sur le régime Alpha. Il a reconnu. Maître Sako l'a dit quand on l'a eu dans cette émission. Tout à fait. Mais maintenant, il fallait une volonté politique. C'est très important. Mais maintenant que ça se fait, je pense que ça, c'est un mérite. Mais ce qui est important. Peut-être même que Koro va témoigner parce qu'il y a le ministre des Affaires étrangères en ce moment en Turquie. Bon, moi,
Allez, moi, je pense ça c'est un autre débat. Voilà, moi, je pense on verra bien. Est-ce qu'il allait négocier parce que c'est la diplomatie, les gars. Bien Malek qui pourra vous dire. C'est la diplomatie, tout ça, les gars. Bien Malek. Est-ce qu'il allait négocier pour que Koro puisse retourner en Guinée? Gros point d'interrogation. Non mais, attendez. Lamine, il est allé présenter des condoléances avec justement avec officiellement, c'est ce que tu dis. Ce tremblement de terre. Mais bien malin, celui qui pourra vous dire que Koro va témoigner. Il est allé négocier ce procès-là parce que, comme on l'a dit, n'oubliez pas que le bateau turc est parti hier. Le bateau dont je vous parlais, il est finalement parti hier, oui. Donc il y a des choses à régler avec la Turquie. Voilà. Mais j'aurais appris. Donc on se calme quoi, un peu. Parce qu'on était un peu agité du côté de la Guinée. Laisse le vieux, aujourd'hui il doit se reposer. Mais j'aurais appris que maintenant on a des sources d'énergie ailleurs. Pourquoi on n'a plus besoin du bateau? Parce que depuis 3 mois le bateau a été débranché. C'est ce que les gens ne savent pas. Depuis 3 mois. Tu oublies juste que ce bateau a tenu longtemps. Et alors qu'on n'avait même pas besoin du tiers de sa capacité. 114 MW, la mine. Non, c'est des grandes gueules. Mais tu sais, Koro ne peut pas rentrer. On sort l'argent du pays de cette façon-là. Tu sais, la mine. Depuis 3 mois, on n'utilisait plus ce bateau. Tu sais, la mine, Koro ne peut pas. Koro, il peut pas rentrer. Comment ça, il peut pas rentrer? Il est guinéen. Mais c'est ça la bonne question. Il n'est pas guinéen en ce moment. En ce moment, il est apatride en ce moment. Il a un passeport. Il devient Mohamed. Oui. En ce moment, un peu d'eau dans ton verre, Mohamed Mara. Le CNRD n'aurait pas dû le priver de passeport. Je le dis depuis. C'est une bêtise. En le faisant, maintenant il a droit à un passeport des Nations Unies pour lui permettre de le prendre. Quand on voudra lui dire, tu viens, tu rentres dans ton pays. On lui donne son passeport. Pays? Au nom de quoi dites-vous que c'est mon pays? C'est un ancien président quand même. Et alors, le bon sens. Et alors, une personne. Et le bon sens. D'abord une personne. Les gars, c'est d'abord une personne. Quand même. Il suffit d'annoncer le nom d'Alpha Condé dans notre studio pour que ça puisse se mettre en ébullition. C'est bizarre ça. À ton avis, pourquoi Sékou vient de plus en plus? C'est un incandescent. Dakar, ça a été une base arrière d'Alpha. N'oublie pas. À un moment donné de sa vie, c'est même marié à Dakar. Ne l'oublie pas. Et attention, Lamine, surveille Alpha sur Dakar, s'il te plaît. Il est à Dakar? Je dis surveille Alpha Condé sur Dakar. Bon. Voilà, l'autre... juste un mot, j'avais pas fini. Incroyable. Ce que je disais, la sortie de Lucien Fall, ça c'est le sujet. Quoi qu'on dise, ça conforte la partie Toumba, les avocats de Toumba et la version de Toumba. Dès que tu le mets, ça c'est une évidence. Sa sortie vient conforter un peu les avocats de Toumba. On a vu hier Maître Kourouma qui jubilait à un moment donné dans sa communication. Il disait effectivement oui, ce que Toumba dit, c'est ce que l'autre vient aussi. Donc c'est comme si il les confortait dans leur position. Mais une fois encore, je l'ai dit, il y aura beaucoup de rebondissements dans ce procès. Et la finalité, c'est de rendre justice. En espérant que tous vont témoigner, parce que c'est les victimes quand même, quoi qu'on dise. Tout à fait. Je parle de ces leaders politiques. Tout à fait. Baouri, entre autres. On a vu Mouktar Diallo à un moment aussi qui avait témoigné. Peut-être même que Diané pourra témoigner aussi, parce que lui, il est là en ce moment. Docteur Diané. Il était au stade. Il était au stade. C'est lui qui représentait le RPG, puisque Alpha Condé n'était pas sur le sol guinéen. Oui, il y avait Yero Baldé. Yero Baldé. Yero Kourouma, le vieux Traoré. Les grandes gueules. Il y a des choses qui peuvent toucher beaucoup, parce qu'il y avait aussi l'émotion. C'est quand il dit il a vu des jeunes tomber sur la pelouse. Comme ça, on tirait sur des gens comme des lapins. Il dit que Sidia l'a apostrophé pour lui dire regarde, ils sont en train de tuer les jeunes. Et que dans la voiture, il y a cet homme, toujours il dit Marcel, qui est venu, qui a cogné. L'avocat de Marcel vit des jours durs en procès. Il n'y a qu'à voir sa tête. Sidi en pleine figure. Et que lorsqu'ils sont arrivés au niveau du haut commandement, il a parlé également du général Baldé qui est venu les trouver là en sang. Et il a dit, Jean-Marie Doré aurait dit au général, vous voyez ce qu'on nous a fait, on était allé au stade juste pour manifester et voilà l'état dans lequel on nous a mis. Et le général a dit, mais vous savez ce que vous avez dit au stade? Vous savez ce que vous avez dit? Le général Baldé? Le général Baldé, c'est ce que dit Lucien Fall dans ses explications. Donc tout ça, je pense que
il a jeté, en tout cas, pavé dans la mare et ça va amener le juge à quand même convoquer certaines personnes pour être entendues dans ce procès-là. Diba Milimono, d'autres angles à suivre, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de l'émission avec Mohamed Mara et Tamba Zakari Milimono. On reviendra longuement d'ailleurs, hein, si vous voulez, sur le séjour de Maurice Sanda Kouyaté en Turquie. Les GG. Être indépendant, c'est se donner les moyens de faire surgir des vérités de fait qui vont nous bousculer intimement. Bousculer nos propres préjugés, nos propres aveuglements. Chez nous, nous le faisons depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. Boké, Zérikore, Kindia, Labé, Conakry. Les GG sur Radio Espace Guinée. Toute cette semaine chez les GG, nous nous questionnons. Les réformes et efforts fournis ces dernières années dans les secteurs de l'agriculture, des pêches et de l'élevage, sous l'initiative et l'impulsion de l'ancien président de la République, professeur Alpha Condé, ont permis d'accroître le niveau de production, de diversification et de transformation des produits alimentaires en général et des denrées de première nécessité en particulier. Qu'en est-il aujourd'hui, quelques années après ? Les GG débattent avec les spécialistes sur le sujet. Les grandes gueules ou l'émission citoyenne qui mène la réflexion. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité. Bon Ramadan sur Radio Espace Guinée. Radio Espace. Radio Espace Guinée. Espace TV. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, vous nous regardez également aussi sur Espace TV tous les matins. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. C'est un pari réussi, donc comme on les aime, celui d'un agriculteur guinéen. On essaie de comprendre ce matin. Il a réussi donc à développer une agriculture à grande échelle dans une ville à vocation minière. Il faut le rappeler, 2000 hectares de terre pour cultiver donc du riz et faire vivre les villageois. On parle de Boboninquin ce matin, un portrait à suivre ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. D'autres sujets à développer un peu plus tard. Tamba, on était avec évidemment cette sortie de François Luceni Fall, c'est bien ça mon cher ami. De François Luceni Fall. Première chose que je note, c'est déjà d'avoir dit qu'il serait prêt à témoigner sur ce qu'il a vu et de l'assumer aujourd'hui. De revenir tout bonnement, sans qu'on ne lui mette le feu, sans qu'on ne lui amène une commission rogatoire. Je pense que là, il assume un devoir de l'histoire. Face à la gravité de ces moments, le 28 septembre, des hommes qui tombent, des femmes qui tombent, des dames qui sont violées, une telle violence, je pense qu'il fait bien de venir, de prendre la parole et de dire et d'apporter sa part d'éclairage. Je pense que psychologiquement même, c'était important pour vider le sac, il faut le rappeler. Bahouri, on l'a eu dans ce studio. C'était bien de vider ça. Ouais. C'était bien de vider ça, humainement. Même si on est politique, parce que les politiques, quand même, je pense qu'ils se nourrissent de quelque chose de différent. Ils développent une certaine, très souvent, une certaine insensibilité, une certaine placidité. C'est un autre monde. Je ne veux pas dire froideur, mais attendez, les acteurs politiques, les vrais qu'on voit, mais attention, il y a son pouvoir, il voit son fauteuil là. Même s'il y a du sang, il est capable de prendre quelques enjambées et de s'y retrouver. Exact. C'est un peu comme ça qu'ils sont. C'est comme le chirurgien qui est habitué à la vue du sang. À la vue du sang. Ça ne le dérange plus. Il est capable de manger juste après un bloc opératoire. Voilà. Alors, c'est vrai. Vous avez Denis Mukwege, le réparateur des femmes du côté du Kivu. Alors lui, par exemple, j'ai posé la question à un de ses collaborateurs proches qui était là. Et on a eu un moment de partage avec lui et je lui posais la question, mais comment est-ce qu'il fait pour rester humain? Est-ce qu'il est toujours humain? Pour voir ce qu'il voit, pour toucher à ce qu'il touche, pour baigner dans le sang, comme il y trempe. Mais c'est comme les militaires, vous les posez les questions, je lui posais la question, est-ce qu'il est vraiment toujours humain? Et j'ai été frappé par la réponse du monsieur. Il me dit, chaque fois que ce monsieur recoue, pardonnez la violence de l'expression, mais chaque fois que ce monsieur recoue une femme, il court aux toilettes et il pleure. Il pleure. Et je me suis posé la question, mais comment fait-il pour rester aussi humain quand on a vu autant d'atrocités, autant de sang? Et la place de Dieu intervient, c'est un pasteur, ce monsieur-là. Mais au-delà de ces... Oui, c'est un pasteur. Au-delà de ces questions-là, Lamine, c'est très très compliqué quand Dieu n'est pas tout près
il y a quand même une certaine insensibilité qu'on développe. Exact. Et ça, c'est même une règle naturelle, c'est l'habitude. C'est l'habitude. C'est même un mécanisme de défense psychologique que tu développes pour dire, écoutez, désormais c'est ma vie, je vais y être, et autant m'y habituer. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour ce premier je sais de quoi tu parles, hein, mon cher Tamba. Mon Dieu. Voilà. Oh mon Dieu. Non, oh mon Dieu. Ramener ça. Ah ben si. Donc, si, je vais la ramener. Voilà. Parce que quand on tire à balles réelles et tout ça, on pense que ça te fait mal. Eh bien, ça ne fait rien du tout, c'est autre chose. Ça, c'est un autre débat. On aura une émission spéciale sur ça. Des grandes gueules. N'oublie pas qu'il est habillé en rouge aujourd'hui. N'oublie pas qu'il est vêtu tout de rouge aujourd'hui. Des grandes gueules. Il a un mode contestataire aujourd'hui. Rouge, voilà. Et quand il porte cette couleur, voilà. Et là, il est pire que FNDC aujourd'hui. Alors, donc, il le fait. Moi, je trouve que c'est salutaire pour lui, mais pour les Guinéens, pour les familles des victimes. Deuxième élément important. Vous savez, la vérité, on peut la sentir, sauf pour ces ministres qui savent mentir. Vous savez, il y en a, quand ils te mentent, tu penses que c'est une vérité biblique. Tu crois, tu peux amener ta tête, tu l'as fait couper. Ça, c'est le niveau industriel de mensonge. Oui. Ça, c'est le niveau industriel. Donc, à part ce ministre-là, particulièrement menteur, non, moi je parle de ce que je sais. Ce ministre, il dépasse, lui, c'est une agrégation, voilà quoi. Alors, je vois même que c'est un agrégateur, lui. Moi, je termine mon analyse là. Il parle de super menteur. On parlait du super menteur. Lui, c'est un agrégateur à mensonge. D'accord, je vois. Tu lui prends la main, il va te convaincre que c'est son pied que tu tiens. Et tu vas lâcher que c'est son soulier que tu as en main. D'accord, je vois. Le ministère noir. Tu as vu? Ok. C'est ça ton non, mais problème. attendez, Ils sont tous quand même, les gars. Mais ouais. Allons-y, continue. La mine, c'est comme l'enfant à qui tu dis, il y a ton ami dont tu n'aimes pas la tête qui arrive te chercher à la maison. Tu dis lui que je dors. Dis-lui que je dors. Il va venir, il va te dire, hey, papa dit, il est couché, mais il m'a dit de te dire qu'il n'est pas là. Il y en a plein de thé noirs, hein, la mine. Oui, mais lui, il est très français. Il est court ou grand? Attendez, les gars. Allez, Tamba, voilà, on va fermer les micros. Est-ce qu'il est court ou grand taille? C'est toi qui as commencé à me donner l'indice, la mine. Donc, en allant plus il n'est pas grande taille. Il n'est pas grande taille? Alors, on ne parle pas du même alors. Voilà. C'est qu'on ne parle pas du même. Ok. Allez-y. C'est qu'on ne parle pas du même ministre. Pardon, Mohamed. Mohamed, s'il te plaît. Voilà, allez-y. Mohamed. C'est juste une phrase. C'est juste une phrase. Colonel Doumbouya, les plus grands chroniqueurs de ce pays sont en train quand même de te donner une information capitale. Ils sont en train de dresser le portrait robot de celui dont l'histoire journalistique retiendra qu'il est probablement le plus grand menteur des hommes politiques de ce pays. Et tu as quand même le malheur d'avoir un gars comme ça, et tout le temps, il fait partie des gens qui te susurrent à l'oreille. Président, j'ai pitié de toi parfois. Ce que tu ne sais pas. Allez, je pense que ce studio est hanté ce matin. Hein. Être du côté de l'opinion en vogue. Attention, l'ennemi de la vérité n'est pas toujours le mensonge, non. Mais ces grandes opinions qui veulent s'imposer à tout le monde. Les opinions qui veulent étouffer les vérités qui dérangent. Ces opinions que les autres n'ont pas le courage d'affronter. Toute cette semaine chez les GG, nous nous questionnons. Les réformes et efforts fournis ces dernières années dans les secteurs de l'agriculture, des pêches et de l'élevage, sous l'initiative et l'impulsion de l'ancien président de la République, professeur Alpha Condé, ont permis d'accroître le niveau de production, de diversification et de transformation des produits alimentaires en général et des denrées de première nécessité en particulier. Qu'en est-il aujourd'hui, quelques années après? Les GG débattent avec les spécialistes sur le sujet. Les grandes gueules ou l'émission citoyenne qui mène la réflexion. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, vous nous suivez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. On continue le débat avec vous, mon cher Tamba. J'espère vraiment que tout le monde va se contrôler maintenant parce que c'est important. Oui. Allez-y, surtout Roby. Il y a peut-être, Mara interpellé le président de la République. Il y a quand même cette confidence. En fait, le président dit de lui, quand il te dit qu'il est à Koya, va l'attendre à Kindia. Ça, c'est ce que le président dit de lui. Le président est au courant. Il sait ce dont je parle. Actuellement, sa nouvelle méthode, maintenant il dit aux jeunes qu'il a grandi avec le président. Mara,
Or, toi et moi savons qui l'a présenté au président. On ne parle pas du même ministre. Donc, je continue mon propos. On ne parle pas du même ministre, pas du tout. Alors, pour avancer sur ce sujet-là, Fall revient donc. Il assume un devoir de l'histoire. Concentrez-vous un peu. Nous sommes des majeurs. Donc, arrêtons de rire. S'il vous plaît. Mara, on ne rit pas comme ça en studio. Ça, c'est des rires Voilà. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. On a suivi cette sortie hier, ce communiqué explosif qui incrimine un peu Dr Makale Traoré pendant la transition de 2010. Alors, il faut placer tout ceci dans son contexte. Vous savez, la dernière fois, nous étions là pour évoquer justement des mésententes actuelles entre l'UFR et son ancienne militante, Dr Makale, aujourd'hui facilitatrice du dialogue politique interguinéen. Il y a eu à un moment donné ce discours qui disait que l'UFR récusait la dame. Donc de manière très claire, il n'y avait plus matière il n'y a pas matière pour l'UFR de s'asseoir dans une salle autour d'une table où Makale est facilitatrice. Donc on a bien compris que c'était véritablement des dissensions. Ce qui va se passer, c'est qu'après les commentaires qui ont été faits dans la presse et qui ont tous prétendu, ce n'est même pas une prétention, nous avons estimé que la question de l'âge, c'était pas une décision de Makale, c'est le dialogue qui en a décidé. Alors, lors de la dernière assemblée hebdomadaire de l'UFR, il y a un membre du parti qui va donc laisser entendre qu'en 2009, lorsqu'il s'est agi de mettre en place le gouvernement de large ouverture, après l'échec du gouvernement de consensus de Kouyaté, que l'UFR avait proposé Makale pour aller au gouvernement. Et contre cette sortie, il va y avoir ce démenti fait par notre confrère Bella Kamano, mais qui est aussi un peu dans la politique aujourd'hui. Il fait partie de ces partis politiques qui ont participé au dialogue et qui essayent un peu de défendre la dame, donc d'une manière ou d'une autre. Et qui explique un peu qu'en 2009, en réalité, l'UFR, donc Sidya Touré, de manière claire, s'était opposé à l'arrivée de Makale Traoré au gouvernement. Donc j'explique. Donc ce qui se dit à l'UFR n'est pas fondé. Non, selon l'article. Oui, je place le contexte tout simplement et puis les autres viendront en commentaire. Ce qui se passe, c'est qu'en substance, qu'est-ce que l'article dit? L'article dit lorsque Lansana Conté va donc décider de mettre en place un gouvernement de large ouverture, il a demandé à ce que les partis politiques fassent des propositions et puis des organisations de la société civile. Makale a eu une proposition. Elle était secrétaire exécutive du patronat guinéen qui était présidé par Mamadou Sylla. Mamadou Sylla va donc la proposer pour aller au gouvernement. En bonne militante qu'elle était de l'UFR, elle aurait demandé l'onction de son patron, donc de son président qui est donc Sidya Touré. Cette demande a été formulée avec envoi express du CV. Sauf que au fur et à mesure qu'on s'approchait, le CV n'était toujours pas arrivé. Et puis Mamadou Sylla a demandé, mais est-ce que le CV est arrivé? Non, je l'ai donné au président Sidya et j'attends son retour. Et Mamadou Sylla a dit, mais si c'est Sidya que tu attends pour que ton CV arrive, il n'arrivera jamais parce que je le connais. Et donc la dame elle se rend compte, selon l'article encore une fois, que Sidya s'est préparé plutôt à envoyer d'autres personnes qui Makale au gouvernement. Elle reprend son CV, elle ramène donc chez Mamadou Sylla qui va donc faire le nécessaire pour que la dame entre au gouvernement comme nous l'avons tous suivi. Et donc, contre cet article, ce missile-là est sorti, on peut le considérer comme ça, et qui évoque, n'est-ce pas, les événements de septembre 2009. Après donc les événements, il y a eu une délégation de femmes qui est partie à Abuja et qui aurait nié
l'existence de viols au stade du 28 septembre. Oui. Makale, et de violences sur les femmes. Les violences sur les femmes. Donc, Dr Makale était donc à la tête, serait donc allé à la tête de cette délégation. Ce que je sais, en tout cas en termes d'informations venues de plusieurs personnes ayant suivi l'actualité à l'époque, effectivement, cette délégation était partie à Abuja. Oui. Je crois que c'est le collectif ou bien l'association des ministres, des anciennes ministres et femmes parlementaires. Donc, elle est dedans. Voilà, elle est dedans. Et puis, la dame... le réseau des femmes ministres parlementaires. Daraba, Ayassa Daraba. Et puis, beaucoup d'autres femmes sont membres de cette association. Et donc, cette association avait bien été à Abuja. Qu'est-ce que l'association a pu dire? Je n'ai pas l'élément matériel pour le dire aujourd'hui, mais l'UFR semble être formel. Peut-être que ce serait bien de joindre Dr Makale Traoré. Nous l'avons joint, je crois, Tamba l'a joint. Elle a donné un certain nombre d'explications. Je crois que ce qu'on entend maintenant, c'est des éléments matériels. Oui. Voilà. Je continue même... Bonjour Tamba, bienvenue. Bonjour Diadia. Je continue même jusqu'à présent à attendre, justement, je suis en ligne avec elle. Okay. Parce que je l'ai eu hier soir, dès que l'article a été publié de cette façon-là, je l'ai eu hier soir et elle me répond faux, archi faux. Je n'ai jamais... c'était le faux, c'est par rapport à ce... C'est pas au déplacement, parce qu'elles étaient bien à Abuja, oui. Mais c'est plus sur le propos. Pour elle, elle n'a jamais dit qu'il n'y a pas eu de crime, elle n'a jamais nié ce qui a pu arriver. Est-ce qu'elle a apporté son soutien au CNDD? Je reviendrai tout à l'heure avec l'avis quand même de l'UFR que j'ai eu aussi de ce côté-là. Oui. Mais elle a promis donc de me faire parvenir son courrier, la lettre de démission. Il y a aussi d'autres détails autour de cela sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, sa démission de l'UFR. Parce que ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a pas été renvoyée du tout. C'est elle qui a pris le parti de partir. Alors, on attend, avant la fin de l'émission, non, même pas l'émission, mais ce petit bout de temps consacré à cette actualité-là, on attend de pouvoir brandir cela, sinon... c'est l'UFR qui aurait raison. Il y a des antécédents qui plaident en faveur de l'UFR. Je peux terminer en une phrase. Allez-y, Jacques, rapidement. L'intérêt d'évoquer ce sujet est à deux niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est que la dame, elle est facilitatrice. Et dans ce cas, il y a un minimum de probité qu'on doit reconnaître en lui. Donc, quand ça vient d'un parti politique et qui soutient, qui ne met pas au conditionnel, je crois qu'il y a matière de son côté à apporter des éléments qui soient en contradiction avec ce qui a été dit. Le second niveau, c'est que ça évoque quand même un sujet d'actualité. Oui. Nous sommes en train de juger les massacres du 28 septembre 2009. Même si on ne dirait pas pour cela seulement, même si cela a été avéré, qu'elle doit être accusée sur le banc des accusés, mais si il y a eu ce type de discours par le passé, parce qu'il y a quand même eu des discours qui ont nié. Oui, les cas de violence et de viol surtout. Les cas de violence et même l'existence des morts. Oui, les morts ont été minorés, les portées disparues, etc. Il y a eu des discours qui ont nié quand même des choses. Oui. Si elle a fait partie de cette situation, je crois que sa crédibilité peut être mise à mal. Elle a donc à faire un grand effort pour dissiper, si vous voulez, tout doute autour de sa personne. Ouais. Kapsalezi, c'est quand même une femme qui s'est battue, on se rappelle, depuis 2010 en tant que directrice de campagne du président Alpha Condé. Après, c'est vrai qu'après la situation a tourné autrement parce que les deux ne se sont pas entendus. Elle a réussi à mettre en place une grande coalition féminine, la COFIG. C'est compliqué quand même, mais la vie politique, c'est un monde de loup. Les gens ne se pardonnent pas. Oui, en effet, parce qu'en fait, ce qu'il faut révéler, Madame Yoro, aujourd'hui, ce que la sortie de la cellule de communication de l'UFR vis-à-vis de Dr Makale Traoré, c'est des accusations très, très, très graves qui, aujourd'hui, peuvent envoyer à décrédibiliser carrément Dr Makale en étant facilitatrice. Mais si ces accusations ne sont pas fondées, elle pourrait même porter plainte. Exactement, parce que c'est un caractère diffamatoire. Justement, c'est pour dire aujourd'hui qu'on a besoin non seulement que Dr Makale elle-même, qu'elle accepte de prendre
prendre la parole pour tout simplement mettre en avant des faits qui peuvent contredire la sortie de la cellule de communication de l'UFR. Mais qu'est-ce que l'UFR? La question qu'il faut se poser, qui à mon avis est une question assez importante, qu'est-ce que l'UFR a à gagner aujourd'hui dans cette sortie-là? Quand on regarde un petit peu, vous savez, Dr Makale est d'abord vu comme étant celle qui s'oppose avec ce problème d'âge, avec la candidature à venir. Elle est vue. Je comprends. Le dégagisme. Elle n'est que facilitatrice. Oui, je comprends. Mais vous savez, c'est ce qui est vu. Elle est vue comme ça. Vous savez, des fois, quand vous êtes dans une organisation et que vous portez la parole d'une organisation, il est facile pour certaines personnes de mettre ça sur votre compte, même si vous ne faites que représenter l'organisation elle-même, en tenant compte du passé de Dr Makale étant membre de cette formation politique. Parce que quand vous partez plus loin, il est dit, l'UFR dit qu'il c'est faux que Dr Makale ne serait pas la troisième personnalité de l'UFR à l'époque des faits, mais pas tout simplement qu'elle était membre tout simplement du bureau exécutif national. Vous voyez qu'il y a beaucoup de contradictions vis-à-vis de ce sujet-là. Et aujourd'hui, la vraie question qu'il faut se poser, qu'on est aujourd'hui en train de voiler devant la face de l'opinion, c'est que ces formations politiques ont véritablement besoin d'une vraie refondation. Ouais. Il y a de vraies réformes qui sont censées se passer au sein de ces différentes formations politiques. C'est ça la réalité des faits, que de se mettre devant l'opinion publique, à faire ces guerres d'ego, à se lancer de la pierre l'un contre l'autre. Et aujourd'hui, voici une dame qui se sent décrédibilisée par ces faits-là. Mais au-delà de ça, Madame Yero, quand on dit que Dr Makale est parti justement du côté de Abuja pour dire que des femmes... On se rappelle quand même que le REFAM y était. Exactement. Est-ce que les propos ont été tenus? Oui. C'est là le problème. Justement, mais ça se révélait tout à l'heure, oui. Selon le contact, les échanges entre Dr Makale et Zakari, il le disait, elle ne nie pas le fait qu'elle ait été dans cette délégation à Abuja, mais elle nie le fait de ne pas reconnaître ou de nier qu'il y a eu violence. Vous savez, quand une actualité vient d'arriver dans, comment on appelle ça, dans une société, il est important dans le discours qu'on tient, d'ici qu'on ait les vraies raisons de savoir comment s'y prendre en termes d'échange pour envoyer les faits. Aujourd'hui, on attend non seulement que Dr Makale apporte ses preuves pour dire que ce n'est pas l'UFR qui l'a mise à la porte, mais qu'elle est partie d'elle-même. Quand ces différents faits seront révélés, en ce moment-là, on pourra apporter du discrédit par rapport à ce que dit la cellule de communication de l'UFR. Mais l'un dans l'autre, encore une fois, voici des pierres ou des balles perdues que reçoit la dame. Aujourd'hui, son honneur est mise à mal si seulement ces faits sont avérés, et c'est pourquoi elle se doit aujourd'hui de prendre la parole pour pouvoir justifier ces différents faits-là. Et si encore une fois, il s'avère que l'UFR n'a fait que créer des torts à cette dame, elle a tout simplement cette possibilité-là de pouvoir porter plainte contre eux pour diffamation. Porter plainte contre diffamation. Daouda, vous avez aussi suivi cette actualité. C'est quand même une sorte de bombe. C'est une nouvelle explosive qui doit être soit démentie par Dr Makale, bien évidemment avec les preuves. Je pense que nous avons déjà la lettre de démission qu'on va essayer de brandir tout à l'heure. Allez-y, Daouda. Justement, moi je sors même du cadre de ce que l'UFR pourrait bien gagner en sortant ces éléments, en voulant coûte que coûte aujourd'hui porter une accusation, qu'elle soit fondée ou pas, contre Makale Traoré. Mais je me demande effectivement où nous sommes en train d'aller avec la morale politique dans notre pays. Parce que je me rappelle un peu ce que Maître Paul Yomba disait, la survie des uns dépend de l'abattage des autres. Oui. Je crois que c'est la même dynamique qui est engagée également au sein de cette formation politique aujourd'hui, avec cette lettre, ou en tout cas cet article qui parle d'une partie de l'histoire, même si elle n'est pas celle qu'on peut tenir aujourd'hui comme argent comptant. Il y a quand même à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on recherche en voulant coûte que coûte porter de telles, ou en tout cas mener la vie de telle façon qu'on veuille. Dans la vie politique, c'est comme ça. Vous vous souvenez pendant la campagne présidentielle, juste les grandes gueules. C'est passé également à l'époque entre Tibou Camara et, comment on appelle, Dr Makale Traoré. Justement, c'est à ce niveau. C'est une guerre sans merci. Et c'est une mauvaise guerre. Il faut s'y préparer. C'est une mauvaise guerre parce qu'on finit toujours par dévoiler certains secrets. On finit toujours par découvrir le vrai visage de certains
par rapport à ce qu'il pose comme acte. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on dise que la politique n'a pas de morale, c'est vrai, mais par moment, il faut aussi, lorsqu'on aspire à gouverner la nation, qu'on ait une dose de morale dans ce que nous faisons. Parce qu'après tout, les gens retiendront de vous ce que vous avez posé comme acte avant d'être au pouvoir, mais également ce que vous êtes en train de faire lorsque vous avez l'exercice du pouvoir. Je me demande comment on peut livrer un tel combat, une telle bataille, au point que nous perdions l'essentiel. La Guinée aujourd'hui est en train de traverser un tournant très décisif où on n'a pas besoin de calcul d'individus. Mais c'est vous qui le dites, hein? Non, c'est moi qui le dis. Effectivement, ça vient de... En politique, les gens... Oui, madame, il faut qu'on sorte de cela. Chacun sort son arme. Il faut qu'on sorte de cela. Regardons aujourd'hui les défis auxquels la Guinée fait face. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la Guinée sorte de cette situation? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que les générations à venir se sentent vraiment dans un pays normal? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que nous finissions, comme on nous l'a dit d'ailleurs, avec ces guerres d'individus, qu'on place les individus au-dessus de l'État, qu'on place les individus... Je crois qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui. Il faut que nous sortions de cela. Nous sommes en train de traverser un moment très crucial. Il faut aujourd'hui poser les bonnes bases. Il faut aujourd'hui poser les bonnes questions de qu'est-ce qu'il faut pour que la Guinée soit un pays normal comme les autres pays normaux. Qu'on ne soit pas aujourd'hui à dire cette transition n'est même pas la dernière comme on le clame aujourd'hui avec le CNRD. Non, d'autres transitions peuvent venir. Il faut que la Guinée se projette aujourd'hui sur des hommes d'État, pas des individus qui se mettent à vouloir coûte que coûte terrasser tel par-ci, tel par-là. Je crois que Makale Traoré a pris une position de vouloir coûte que coûte en finir avec la vieille classe politique. Parce qu'aujourd'hui, moi je me dis, elle a ses raisons de vouloir en finir aujourd'hui avec la vieille classe politique dans notre pays. Mais de l'autre côté, pour la survie de l'UFR, pas forcément l'UFR, mais pour la survie de Sidya Touré à la tête de ce parti, il faut aujourd'hui, tout ce qui peut toucher Sidya Touré au sein du parti, il faut trouver des armes pour les abattre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais moi, je me dis que le pays n'en a pas besoin aujourd'hui. Qu'on ait une petite dose de morale politique pour nous permettre d'avancer que de politique. Non, il le faut, Madame Yero, parce que... Oui, tu peux continuer à rêver en politique. Non, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Il y a des pays aujourd'hui, ce ne sont pas des ambiances politiques, mais c'est la réflexion sur comment consolider les acquis, mais également comment aller vers le développement réel pour préparer quand même l'avenir de la future génération. Ce ne sont pas sur les individus. Aujourd'hui, Sékou Touré n'est plus là. Les individus qui font la politique. Hein. Les individus qui font la politique, mais ils ne doivent pas faire la politique pour leur simple individu, mais ils doivent faire la politique pour l'État. Bien, merci Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Guiba, merci de nous rejoindre. Bonjour ma tante et bonjour à tous. Bien, Alassane Sako, allez-y. Voilà, activez votre micro s'il vous plaît. Activé. Bien. Voilà, je prends cette situation sous cette forme. Pourquoi c'est l'UFR qui, lors de cette rencontre avec les partis politiques qui ne sont pas d'accord avec la façon dont cette transition est en train d'être menée, que ça soit son parti à elle au départ qui souhaite la récuser malgré les ambitions. Et encore une fois, il faut le rappeler, c'est pas elle qui souhaite, mais c'est plutôt les recommandations des assises nationales qu'on a eues dans ce pays dernièrement, du dialogue interguinéen. Je ne comprends pas que ça soit, si ça venait d'un autre parti politique, pour la récuser par exemple, porter ces accusations contre elle. Mais par rapport à la question d'âge, l'UFR se sent plus visé. Oui, mais pas que seulement. N'oubliez pas que le RPG aussi veut revenir dans la danse. Non, mais Madame So, est-ce que à l'UFR, seul Sidya Touré est à même
En attendant, c'est lui le président. Non, c'est lui le président. Mais que ça ne se limite pas à lui. Que l'UFDG ne se limite pas à Cellou Dalein Diallo. Que le PDN ne se limite pas à Lansana Kouyaté. Non, je suis pas. Non. Tu es en train de prendre le raccourci. Moi, je suis en train. Non, c'est un raccourci que tu prends. Je ne fais le combat de personne. Je suis en train de dire les choses telles qu'elles doivent être. Aujourd'hui, on a besoin d'une politique évolutive, pas une politique statique. Non, c'est ce que je comprends. Je comprends pas. Si ça venait dans notre les grandes gueules. Là, je peux comprendre. Mais si c'est l'UFR qui porte ces accusations-là contre Makale, qui on doit regarder? Qui on doit accorder, ce ne serait-ce qu'un bénéfice du doute par rapport à ce qui se dit? Non, elle n'a pas reconnu. Elle dit non, elle vient d'envoyer sa lettre que Tamba va lire tout à l'heure. Mais pour le moment, nous n'avons pas de justification par rapport à ce que l'UFR dit, par rapport à ce qu'elle aussi elle dit. Malgré cette lettre-là, moi je pense qu'on a besoin de savoir le plus. On a besoin de savoir les pièces matérielles, qui a fait quoi, à qui on doit faire confiance aujourd'hui pour conduire cette transition. Évidemment, par rapport peut-être à ce qui s'est dit du côté d'Abuja, on peut révisiter l'histoire. C'est possible. Si de tels propos ont été tenus, je suis sûr que ça va revenir. Allez-y, Tamba Zakari Minimono. Alors ce matin, j'ai effectivement eu quelqu'un de l'UFR. Je vais juste après lecture rendre compte de ce que j'ai obtenu en termes d'informations là-bas. Oui. Mais justement, c'était un pan de l'information que je souhaitais vérifier. Du côté d'Abuja, il y a bel et bien eu la mission, mais est-ce que les propos ont pu être tenus? S'ils l'ont été, forcément, il y a un témoin encore aujourd'hui. On m'avait fait part de Goyo Zoumanigui, un membre du parti, secrétaire général à l'époque justement, du parti. Donc forcément, lui, il saurait ce qui se passe. Je vais faire lecture. Mais à part ça, il y avait des médias à l'époque. Certainement, ça a pu être relayé. Oui, mais vu que c'est à Abuja... Rappelle-toi le contexte. À l'époque, après les événements, si vous vous souvenez, il y avait toujours ces groupes de soutien, tantôt à un groupe, tantôt à un autre. On n'avait pas encore découvert toute l'horreur. Et donc, la mission de réforme à l'époque avait été perçue par certains acteurs comme étant une sorte de mission de soutien. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. C'est quand même Dr Makale qu'on va voir après, porte-parole de M. Alpha Condé, directrice de campagne, ainsi de suite. Il y a pas mal de choses quand même qui se sont passées. Maintenant, est-ce que l'UFR, c'était sa lecture de l'époque? Parce que attention, il faut contextualiser tout cela. Mais c'est bon de revenir. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que personne ne veut prendre la parole. Et c'est ce que je trouve dommage. Voilà, je vais rendre donc le courrier. C'est la lettre de démission. La lettre de démission. Et elle nous apprend beaucoup de choses. Elle est datée du 30 avril 2010, signée des mains de Dr Makale. Elle est adressée à monsieur le secrétaire général de l'UFR. En objet, démission du parti de l'Union des forces républicaines. Monsieur, je viens par la présente donner ma démission du parti de l'Union des forces républicaines pour les raisons suivantes. Grand 1. Ma confiance au président du parti a été fortement ébranlée par une série d'actes qu'il a posés ces dernières années et qui ont porté un énorme préjudice à ma réputation de militante loyale et à mon image de femme intègre. Elle commence là à développer ce premier point. Premièrement, il s'agit notamment de l'accord préalable qu'il a donné pour mon entrée au gouvernement au Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré sur proposition du patronat. Accord qu'il récusera sur les ondes quelques jours plus tard. Cela a provoqué un effet négatif dans l'opinion et continue encore aujourd'hui à susciter des commentaires désobligeants sur ma personne et à alimenter la polémique sans fondement. Deuxième élément qui entre dans ce point. Le président ayant été informé de toutes les étapes de l'implication du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires de Guinée dans la prévention et la résolution de la crise en Guinée, je ne comprends pas qu'il n'ait pas cru devoir rassurer ses pairs sur les activités du réseau afin d'éviter la désinformation sur notre mission à Abuja. Son silence a permis ainsi une interprétation malsaine de nos efforts avant, pendant et après les événements tragiques du 28 septembre 2009. Il y a un élément important que je souligne ici. Les événements tragiques. Elle l'écrit. Les événements tragiques. Or, un bout de l'information que j'ai recueillie auprès de l'UFR, c'était de dire
elle est allée, d'ailleurs nous tous l'avons vu dans le communiqué, ça m'a été confirmé encore ce matin, qu'elle serait allée à Abuja, nier le massacre survenu ici le 28 septembre et apporter son soutien au CNDD. Voilà. Troisième élément entrant dans ce premier grand chapitre de ces liens avec le président Sidya Touré. Nous avions simplement estimé qu'il fallait renouer le dialogue malgré la profondeur des blessures et inclure impérativement la réforme de l'armée dans le processus de résolution de la crise guinéenne. C'est pourquoi nous avons décidé d'effectuer le déplacement d'Abuja le 12 octobre 2009 pour sensibiliser directement les autorités sous-régionales sur ces questions. J'estime que j'avais la légitimité de m'associer à une telle démarche après avoir participé aux manifestations et vécu les événements du 28 septembre 2009 à Conakry. Je pense que sur ce premier élément, non, c'est le premier, je veux boucler ça. Sur ce premier élément, on ne peut pas avoir écrit ceci à l'UFR et avoir tenu avoir nié tout ça plus tard. En tout cas, sur ce courrier, ça revient. Deuxième élément donc, parce qu'il y a deux grands points qui soutiennent sa démarche. Alors, deuxièmement, je ne crois plus à la possibilité d'une collaboration saine et sincère avec les membres, dit-elle, donc avec les membres du bureau exécutif national du parti pour les motifs suivants. Premièrement, le bureau exécutif national m'a notifié, et ça devient intéressant, m'a notifié le 16 octobre 2009 une décision me suspendant de mes fonctions et de toutes les activités du parti, soi-disant pour faute lourde sur la base de simples rumeurs, sans se donner la peine de les vérifier ou de m'entendre. Ça, c'est ce qu'elle dit en premier élément. Pourquoi c'est intéressant ? Un des cadres de l'UFR que j'ai eu ce matin m'explique en fait que la dame n'a pas démissionné. Elle a été comment ça s'appelle, exclue du parti. C'est l'information qu'on me donnait ce matin. Donc exclue du parti. La dame reconnaît ici une suspension pour faute lourde. Suivez ce qu'elle dit plus loin. Elle dit plus loin, durant 6 mois, le même bureau exécutif national restera sans répondre à ma lettre qui lui demandait des explications sur la nature et le contenu des actes constitutifs des fautes lourdes. Pendant 6 mois, ça veut dire qu'elle leur a adressé un courrier pour demander des explications sans réponse. Et puis plus loin, il a donc fallu l'approche, et là ça devient croustillant, il a donc fallu l'approche des élections pour qu'enfin le bureau exécutif national reconnaisse que la décision du 16 octobre 2009, donc décision de suspension, était infondée et me présente les excuses officielles du parti. Vous voyez un peu ce niveau-là. Tu peux reprendre la partie ? Je reprends. Il a donc fallu l'approche des élections pour qu'enfin le bureau exécutif national reconnaisse que la décision du 16 octobre 2009 était infondée et me présente les excuses officielles du parti. Donc là, on n'est plus dans une situation d'exclusion du parti, mais on est dans une démarche corrective d'un acte qui a été pris initialement, un acte de suspension, ce que la dame dit. Et là, on attend la version de l'UFR parce qu'ils prétendent le contraire, pour que l'UFR revienne officiellement lui notifier des excuses. Peut-être s'il y a eu exclusion, il peut y avoir un document tel que ce document qu'on vient de nous brandir. Exactement. Ou même s'il y avait une suspension. Un acte peut nous être... Voilà, comme vous savez, j'ai clairement demandé. C'est un parti. Oui. J'imagine donc que leur siège n'est pas brûlé. Archives, voilà. Ils doivent avoir des archives. Voilà, leur siège n'est pas brûlé, c'est pas comme les entrepôts de la pharmacie centrale. Donc, des grandes gueules. Non, c'est donc ou le serveur de la Lonagui. Ou le serveur de la Lonagui qui a disparu. Non, lui il a disparu. Ou bien au niveau de la Cour des comptes aussi. Non, tout là-bas ça a totalement disparu. Donc pourtant depuis l'an 2000, là c'est reprend que elle a été une militante honnête qui s'est engagée, qui a donné de son énergie, de son temps, de ses ressources pour servir à cela. Et donc elle démissionne pour ces raisons-là. Ça c'est ce que Dr Makale nous apprend dans ce courrier qui a été déposé, m'a-t-on appris, par son chauffeur
à Goyo Zoumanigui, qui était secrétaire général du parti à l'époque. Ce que du côté de l'UFR, on nous apprend, comme je le disais, la dame a donc participé à ce rendez-vous d'Abuja. Elle aurait là-bas nié les violences qui ont été perpétrées le 28 septembre, violences qui n'ont pas épargné Sidya Touré. Vous avez vu tous les leaders politiques avec un sparadrap, la tête grattée au même endroit, le sparadrap au même endroit. Vous les avez tous vus. Et donc, le parti a estimé que une militante, fût-elle membre d'un bureau exécutif national, ne peut pas nier une violence qui a été subie, et même dans la chair, par le président, mais aussi par des militants du parti. Ils auraient donc décidé ainsi de l'exclure du parti. Et mieux, et c'est la dernière information que je donne, ce qu'ils disent par ailleurs, c'est que ce courrier de démission a été adressé à l'UFR à la demande, tenez-vous bien, du professeur Alpha Condé. Et que, oui, comme condition de sa nomination, de sa désignation comme directrice de campagne du candidat. Ça, c'est ce que l'UFR argue. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas écoulé grand temps entre le moment où la dame démissionne, le monsieur me parle d'une semaine. Mais c'est quand même une démission. Le monsieur me parle d'une semaine. C'est dans cette histoire là, chacun va donner. C'est quand même une démission. Chacun va donner de ses armes. Hein. On va pas prendre ça pour... Voilà. Donc, ce que le monsieur dit justement, c'est que il s'écoule une semaine entre la date de la démission de Dr Makale et le moment où elle est désignée par le professeur Alpha Condé comme directrice de campagne. Et là, c'est ce qu'ils nous disent. Ils auraient déjà entendu la rumeur et que Dr Makale ne serait que dans un schéma auquel elle a tout simplement obéi. Mais que cela soit vrai ou faux, ce courrier nous en apprend beaucoup sur le contexte et aussi les conditions de démission à l'époque. Bien, allez-y, Djiba, sur la question. Alors, justement, comme il a dit, en fait, ce sont les vieilles querelles qui sont en train de refaire surface aujourd'hui. Et j'ai échangé également avec ses armes. Oui, chacun avec ses armes. J'ai échangé avec les cadres de l'UFR ce matin et qui me disaient que sa lettre de démission est intervenue quelques jours après sa nomination en qualité de directrice de campagne. Après? Oui. Et non avant? Et non avant. Et il poursuit... Avant, non? Non, mais c'est avant. Non, ils disent que la lettre de démission que Dr Makale a envoyée, c'était la condition. C'était la condition. Donc c'est intervenu avant. Justement, pour qu'elle soit nommée. Qu'elle soit nommée comme directrice. Justement, c'était déjà acté. C'était déjà acté. Donc le parti savait que oui, elle allait être de l'autre côté comme directrice de campagne. Maintenant, pour eux, il fallait trouver la forme, faire une lettre de démission et envoyer. Ensuite, il poursuit pour dire exclusion intervenue après une suspension conformément à nos textes. Donc, elle a été d'abord suspendue après cette délégation du côté de Abuja. Ensuite, elle a été exclue de parti. Maintenant, moi, j'ai voulu poursuivre un peu plus loin. J'ai échangé avec notre envoyé spécial, Bouléré, qui était dans les sièges, qui était à l'UFR ce week-end-là, puisque les gens estiment que le cas Makale a été abordé. Effectivement. Mais ce que les gens nient à l'UFR. Justement, Bouléré me dit clairement qu'il était là-bas. Il m'a même donné des sources de vidéos pour dire allez-y visiter. Il me dit effectivement l'UFR a parlé de Dr Makale, mais pas pour sa nomination. C'est Ousmane Tolo Souma qui a prononcé son nom. Il dit tous ceux qui sont dans la position de dégagisme, il faut les récuser en commençant par Dr Makale. La vidéo se trouve sur YouTube, référence Guinée, le guide info, mais personne n'a parlé de sa nomination ni de son divorce avec le parti. Justement. Donc c'est ce que Bouléré nous dit, que nulle part dans le samedi qu'on n'a ni parlé de sa nomination dans le gouvernement de large consensus, ni de son départ de l'UFR. Tout ce qui a été évoqué, c'était M. Ousmane Tolo Souma qui a parlé de ce concept de dégagisme qui aujourd'hui est usité parce que tout simplement on estime qu'elle fait partir de ce cadre de dialogue où on est allé sur l'âge minimum de 35 ans et 75 ans maximum. On voit cela comme une approche d'élimination. On estime qu'on est en train de décréter aujourd'hui le changement, le dégagisme au sein de la classe politique. Et cette sortie de Dr Makale, là où elle dit, on la pose la question par rapport au changement de figure dans l'espace politique. Elle dit, je suis partisan que dans une institution politique, tout ne tienne pas qu'aux leaders. Et elle poursuit en disant, les leaders ne peuvent pas être là, mais ils envoient leurs représentants. Et plus loin, elle dit,
elle argumente en disant que, et d'ajouter plus loin, de toutes les façons, la vie politique, la classe politique est en mutation permanente et en renouvellement total. Donc, depuis cette sortie, avec les résolutions aussi du cadre de dialogue, pour les partis traditionnels. Mais c'est ici qu'elle a dit. Justement, oui, elle a dit ça ici et ailleurs aussi. Ailleurs aussi, elle l'a dit. Donc, depuis là, les gens ont dit oui, le concept de dégagisme qu'on est en train d'utiliser prend de la forme. Elle est partisane de ça. Et depuis qu'elle a fait cette sortie, pour les partis traditionnels, c'est une dame qui est dans un projet systématiquement d'élimination des autres. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai lu cette lettre de démission, mais il y a quelque chose qui me tique. Je ne vois pas que cette lettre a été déchargée. Ça, pour moi, voilà. Il devrait y avoir une décharge. Une décharge sur la lettre. Justement, nulle part je ne vois de décharge. Donc, moi, j'aimerais quand même recevoir l'UFR ici pour avoir leur réponse, parce que nous, en tant que journalistes, il y a le témoin à charge et à décharge. Nous donnons la parole à un côté. Le pour et le contre. Le pour et le contre. Ce matin, on voit cette lettre, mais nulle part, elle n'est déchargée. Donc, moi, ce qui met en doute quand même, cette lettre, en attendant que peut-être que Dr Makale fouille dans ses archives, nous ramène la lettre qui a été déchargée. Parce que la décharge, voilà. Tant qu'elle n'a pas déchargé, ça veut dire que le parti peut toujours continuer à dire et à rejeter en bloc ces affirmations. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Merci à vous qui nous regardez à l'international. Saloum Kamara a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Aboubakar Fote Souma, Mamoudou Kondé. C'était un plaisir de vous servir. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.